Alors, ce qu'on aimerait faire dans cette présentation, c'est partir d'un constat qu'on trouve chez Klein et Marsalek, et constat selon lequel, dans la philosophie des sciences post-kuhnienne et qui s'intéresse à l'histoire, eh bien, cette histoire, elle est vue comme principalement unidirectionnelle ou linéaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, de dire que l'histoire est vue de façon unidirectionnelle ou linéaire? Eh bien, ça veut dire que le rapport historique entre les théories est vu comme un rapport de succession, pour le dire rapidement. Selon ce modèle qu'on a mis sur la diapositive, une théorie dominante A dans une discipline scientifique serait remplacée par une théorie B concurrente et meilleure, qui serait elle aussi remplacée par une théorie concurrente et meilleure, et ainsi de suite. Alors, bien sûr, c'est une simplification, mais ce qui nous intéresse ici, c'est les deux principes qui sont présupposés par cette approche. Alors, premier principe, une discipline scientifique n'admet pas la vérité simultanée de plusieurs théories concurrentes en dehors des périodes de crise. Donc, il ne pourrait pas en fait y avoir de coexistence entre différentes théories concurrentes qui parleraient des mêmes phénomènes dans une même discipline scientifique. Et vous voyez bien que même chez Kuhn, les périodes de crise, en fait, elles s'achèvent par la victoire d'une théorie qui devient dominante et en devenant dominante, qui écarte les autres. C'est le fameux paradigme ou la matrice disciplinaire. Et le deuxième principe qui est présupposé par cette conception de l'histoire des sciences, c'est qu'une théorie est toujours abandonnée au profit d'une autre théorie plus vraie ou apportant plus de connaissances. Et pour illustrer ce principe, on pourrait parler des débats récents qui ont encore lieu sur la notion de vérisimilarité. Et pour souligner le point important ici, certains défenseurs de la vérisimilarité soutiennent la thèse que les théories les plus récentes sont meilleures que les anciennes parce qu'elles ont un degré de vérité, un contenu de vérité plus important que les théories passées qu'elles ont remplacées. Donc, voilà les deux principes. Et ce qu'on voudrait faire ici, c'est utiliser le phénomène qui nous intéresse pendant ces journées, à savoir la désuétude, pour nuancer, voire pour remettre en question cette conception linéaire de l'histoire des sciences. Et de façon plus particulière, on va s'intéresser à la désuétude d'une théorie qui est la neuroplasticité. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous dire ce que veut dire le concept de neuroplasticité, et ensuite j'en arriverai à la théorie de la neuroplasticité. Mais pour comprendre la théorie, il faut déjà comprendre le concept. Alors la neuroplasticité en tant que concept, ça désigne l'ensemble des mécanismes par lesquels le cerveau est capable de se modifier lui-même en créant de nouvelles connexions entre les neurones, en défaisant des connexions qui existent déjà ou en réorganisant ces connexions entre neurones. Le concept de neuroplasticité, il désigne ça. Alors, sous cette forme-là, ça peut vous apparaître comme un petit peu abstrait, peut-être. Vous ne voyez peut-être pas très bien à quel genre de cas on se réfère précisément. Donc, je vais vous donner une expérience pour vraiment comprendre ce à quoi on se réfère ici. L'expérience, c'est celle de Hubble et Wiesel qui a été publiée en 1962. Je vous donne quelques éléments sur le protocole expérimental. Les chercheurs ont pris des jeunes chatons, dont le cerveau est encore en pleine constitution, et ils leur ont fermé un œil. Alors, la méthode est un petit peu sordide, c'est en fait en cousant l'œil qu'ils ont pu le fermer. L'idée, c'était ensuite de voir ce qui allait arriver à la zone du cerveau, à l'aire cérébrale, qui est normalement censée traiter les données, les stimuli qui viennent de l'œil qui était fermé. Qu'est-ce qui allait arriver à cette zone? Est-ce qu'elle allait rester inactive, inerte, ou est-ce qu'elle allait faire quelque chose? C'était ça la question. Donc, ils ont laissé les chatons comme ça pendant plusieurs semaines et ils ont ensuite observé ce qui s'était passé dans leur cerveau. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, cette zone, loin d'être restée inerte,
elle avait été réquisitionnée par le cerveau pour traiter les stimuli venant de l'autre œil, celui qui était encore ouvert. Donc, on voit bien ici le cerveau est capable de se réorganiser lui-même. Dans quel but? Eh bien, dans le but d'optimiser son fonctionnement suite au handicap qu'on avait créé et dans un certain environnement. Voilà globalement ce que désigne la neuroplasticité. Et j'insiste sur un point qui est très important pour la suite. L'expérience, elle a été faite sur de jeunes chatons, sur des jeunes individus encore en plein développement. Et ça me permet d'évoquer le fait qu'on a accepté beaucoup plus rapidement l'existence de la neuroplasticité chez les jeunes individus que chez l'individu déjà mature, déjà arrivé à maturation, ou même l'individu déjà, disons, en fin de vie. Et c'est pourquoi une théorie qui a été introduite suite à ces expériences, c'est celle de période critique. Alors, qu'est-ce que c'est la période critique? C'est une période au cours de laquelle le cerveau, donc d'un jeune individu, est encore particulièrement malléable, particulièrement plastique face aux expériences et aux apprentissages. Et pour vous donner un exemple rapide, c'est comme ça qu'on explique aujourd'hui la capacité des jeunes enfants à apprendre des langues très rapidement. C'est grâce à ce phénomène. De la même façon, c'est comme ça qu'on explique la capacité qu'ont les jeunes enfants entre 3 et 6 ans, d'après les recherches, d'acquérir l'oreille absolue, chose qu'on ne peut plus développer par la suite. Et donc voilà, cette période critique, elle est liée à la neuroplasticité parce qu'on considère que c'est une période justement où le cerveau est doué d'une grande plasticité. Et la théorie qui va nous intéresser dans cette présentation, c'est donc la théorie selon laquelle le cerveau conserverait cette capacité à se réorganiser, mais au-delà de la période critique. Donc probablement pendant toute la vie de l'organisme en question. C'est ça la version de la théorie de la neuroplasticité qui va nous intéresser. Alors, j'ai dit au début que la conception linéaire de l'histoire des sciences, elle était à nuancer ou à remettre en cause quand on considère la neuroplasticité, quand on considère des thèmes comme la neuroplasticité, comme la désuétude. Et donc, il faut déjà donner une définition, même minimale, même préalable de la désuétude, pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle. Alors ici, la désuétude dans les sciences, on va l'entendre de cette façon, comme contenant 2 caractéristiques principales. Déjà, une théorie désuète, c'est une théorie qui était abandonnée pour d'autres raisons que sa fausseté. Et par conséquent, ça nous conduit à aborder des questions comme l'actualité d'une théorie, le fait qu'elle soit à la mode ou non, sa fécondité. En tout cas, une théorie désuète, ce n'est pas une théorie fausse. C'est une distinction importante qu'il faut garder à l'esprit. Deuxième caractéristique, une théorie désuète est considérée comme étant plus pertinente au moment où on formulait ce jugement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand on dit d'une théorie qu'elle est désuète, on fait un jugement sur sa temporalité. On dit en fait qu'elle appartient à une période qui est révolue et donc elle n'est plus pertinente à l'heure actuelle, à l'heure où est formulé ce jugement. Et oui, pour nuancer donc la conception linéaire de l'histoire des sciences dont j'ai parlé, on va donc s'intéresser à l'histoire de cette théorie de la neuroplasticité et en particulier au fait qu'elle est tombée en désuétude, mais qu'elle en est ensuite sortie. Donc, pour vous donner rapidement quelques repères historiques, on peut distinguer 3 grandes étapes dans l'histoire de cette théorie neuroplastique. Elle a été formulée dans les grandes lignes à la fin du 19e siècle. Elle est devenue peu à peu une théorie désuète, disons dans la première moitié du XXe siècle, ou au cours du XXe siècle. Et finalement, elle s'est imposée comme une théorie dominante à partir de la fin du XXe siècle. Et donc, vous voyez que la conception linéaire,
de l'histoire des sciences s'accommode au fond assez mal de cette histoire-là, où une théorie est devenue désuète pendant une période et en est ensuite sortie pour revenir sur le devant de la scène dans la discipline qui la concerne. Et pour étudier ça plus en détail, on va donc poser 2 questions qui seront les 2 grandes parties de cette présentation. Première question, pour quelle raison ou quelle cause la neuroplasticité est-elle devenue une théorie désuète? Deuxième question, comment est-ce qu'elle a survécu pendant la période où elle était considérée comme désuète? Et on passe donc à la première question. Bonjour à tous. Alors, Sacha vient de vous dire que... Il faudrait que tu branches le micro. Bien d'expliquer la différence entre le concept et la théorie de désuétude, c'est-à-dire est-ce que finalement c'est quelque chose qu'on va observer que chez les jeunes ou alors est-ce que ça marcherait, ça se conserverait sur la totalité de la vie. Et c'est très important puisque, slide précédente, il y a eu l'idée que la théorie de la désuétude, elle a été formulée, grosso modo, à une certaine période. Mais justement, ce que je vais essayer de montrer dans cette partie-là, ce qui a conduit à la désuétude initiale de la théorie de la neuroplasticité, c'est que justement, cette formulation, ce n'est pas vraiment une formulation, c'est quelque chose qui va s'en rapprocher, qui va être un petit peu différent, puisque la particularité de la théorie neuroplastique et ce qui nous a vraiment intéressé là-dedans, c'est qu'il se trouve qu'elle a été formulée, en tout cas, elle a commencé à être observée et il y a eu des ébauches de formulation au même moment qu'une autre théorie, qui est la théorie localisationniste, qui est une théorie relativement simple à expliquer, qu'on connaît plus ou moins tous. C'est la théorie de Paul Broca. C'est l'idée que notre cerveau, alors à la suite des travaux de la phrénologie que vous connaissez peut-être un petit peu, c'est l'idée que notre cerveau est plus ou moins découpé en aires qui ont une fonction bien spécifique qui leur est associée. Lorsque Paul Broca notamment a commencé avec l'anatomie comparée, un grand nombre de dissections, a déterminé qu'il y avait bien des aires cérébrales qui correspondaient à des fonctions, il se trouve qu'en même temps, plus ou moins en même temps, on a vu des choses qui relèvent, on peut le dire maintenant, qui relèvent de la neuroplasticité. C'est pour ça qu'on parle de désuétude initiale, puisqu'en fait, elle a été désuète, et c'est d'où quelque chose qui ne fonctionne pas au moment où ce jugement est fait, elle a été désuète avant même presque d'arriver à une forme de gloire, de reconnaissance scientifique. Et puis, elle va revenir. Voilà. D'où cet intérêt de challenge d'une conception linéaire de l'histoire du changement scientifique et de l'histoire des sciences. Alors, les raisons qui ont conduit à la désuétude initiale de la théorie neuroplastique, nous, on va en identifier 4. Je pense que tu peux... Voilà. 4, alors, plus ou moins articulées entre elles, et on en identifie 4 principales. Si vous en avez d'autres qui vous viennent, évidemment, ça nous intéresse beaucoup. On a pris ces 4-là, on en a identifié là-dedans 3 d'ordre épistémique et une un petit peu à part, qui va être de ce qu'on a appelé une raison médicale pour l'époque. Alors, les 3 principales choses qu'on a identifiées comme raisons épistémiques, c'est ce que je viens de vous dire quant au localisationnisme, c'est le fait qu'en fait, il y a une théorie rivale qui était en train de se développer. Quand je dis se développer, c'est-à-dire qu'on est au-delà de l'observation simple. Notamment, on tente de formuler formellement quelque chose, de vraiment théoriser, et puis on tente surtout de s'en servir. C'est-à-dire que ça apporte des résultats explicatifs et ça permet de prévoir. Donc, cette autre théorie rivale, la théorie localisationniste, elle se développe en parallèle et elle est efficace. Une autre raison, c'est que la théorie neuroplastique, on va le voir, c'est quelque chose qu'on peut déterminer a posteriori. Ces 3 raisons épistémiques sont des raisons qui sont complètement identifiables a posteriori. Dans un premier temps, elle a été identifiée comme existante, mais relevant
C'était simplement des observations de cas périphériques du localisationnisme. On avait une théorie fonctionnelle efficace. Il y avait des cas qui ne rentraient pas, mais ce n'était pas suffisant. C'était pas, en tout cas, ça n'a jamais été reconnu à ce moment-là comme quelque chose qui n'était pas autre chose qu'un petit défaut au mieux. Et puis, la troisième raison épistémique, c'est ce qu'on a pu déterminer toujours par la suite, hein, c'est qu'il y avait des difficultés liées au progrès technique. Hein, j'y reviendrai plus tard. C'est principalement l'idée que le problème de l'élaboration d'une théorie aussi spécifique que quelque chose qui relève, pour ce qu'on en dit plus maintenant, hein, de la neurogénèse et de la formation, de la reformation, du réarrangement des neurones, c'est que faut-il encore pouvoir l'observer. Et ça, c'est dépendant d'une forme de progrès technique. Et du coup, l'époque en question, les travaux de Broca, c'est 1868, son ouvrage sur les aires cérébrales. Jules Cotard, qui a observé, qui a écrit quelques petites choses sur la neuroplasticité, c'est 1868 et Broca 61. Donc, progrès technique à l'époque, voilà. Et puis, la troisième raison, celle qu'on identifie qui est d'ordre médical, c'est là beaucoup plus pragmatique, c'est lié à l'exercice de la médecine, à un moment donné. Alors de la neuromédecine qui se développait, mais de la neuromédecine en général. Et en fait, l'idée, c'est que la théorie neuroplastique, elle présente un avantage thérapeutique, mais que ce n'est pas ce qui intéressait les médecins à l'époque. Parce que là, clairement, c'est un petit peu contre-intuitif de dire non, ça ne marche pas parce que ça présente un avantage. Non, c'est justement parce que cet avantage n'était pas celui qui était recherché. Ces raisons-là, elles s'inscrivent donc vraiment dans la deuxième définition de la désuétude qu'on a fixée, c'est-à-dire l'idée qu'une théorie n'est pas pertinente à l'heure où ce jugement est fait. D'où vraiment cette idée de désuétude initiale. Est-ce que je peux avoir la slide suivante ? Alors, on va développer les raisons épistémiques. La première, donc, l'idée qu'une théorie rivale se développe en même temps, en parallèle, de façon plus efficace. Alors, ça peut sembler un peu trivial comme argument, dire oui, il existe une théorie rivale. Mais en fait, ce qui nous a semblé très important là-dedans, c'est que c'est très difficile d'expliquer la désuétude initiale de la neuroplasticité sans la lier justement à la dominance de la théorie localisationniste. Une théorie, elle est désuète alors qu'elle est plus pertinente à l'heure où le jugement est fait. Mais c'est une façon de dire que si elle n'est plus pertinente, quelque chose l'a remplacée, une autre théorie l'a remplacée. On l'a vu, c'est indéniable que les scientifiques, je veux dire, c'est indéniable, peut-être que vous considérez là que je m'avance un peu, mais les scientifiques tendent à adhérer quand même à une forme de monisme. C'est une seule théorie qui s'impose face aux autres et qui, du coup, exclut les autres. Donc, il y a forcément cette dynamique de domination. Et dès lors, en fait, que la théorie localisationniste, elle est formulée, la suite des travaux de Broca en 1861, et qu'elle commence à fournir des résultats de recherche, puisque c'est en ça qu'elle a été extrêmement efficace, on a commencé, il y a eu une tendance générale, on le voit d'ailleurs très bien dans les discussions de l'Académie de médecine à l'époque, il y a une tendance à écarter les autres théories rivales, les résultats qui n'entrent pas dans ce cadre de la théorie dominante. C'était le cas de la théorie neuroplastique, tout simplement, en tout cas au début, puisque la théorie neuroplastique, elle était à côté. Elle n'était pas intéressante en tant que théorie elle-même. Et c'est pour ça qu'on dit là-dedans, c'est que l'idée, ce n'est pas qu'il y ait une désuétude en soi, en elle-même, c'est que c'est un rapport qui met en jeu, ou en tout cas qui émerge à la suite des dynamiques de domination d'une théorie sur une autre théorie. Slide suivante. Merci. Alors, on va opérer un peu un glissement maintenant sur le point B, la deuxième raison épistémique. Là, je vous ai dit un peu, il y a deux théories qui sont rivales, directement rivales, localisationnisme et puis neuroplasticité. C'est une perspective diachronique. Dans une perspective synchronique, je me dis, en fait, finalement, elles sont l'une dans l'autre, mêlées, sans qu'on puisse immédiatement les séparer. Je vous ai mis en photo les trois
pères, les trois grandes figures, en tout cas de la neuromédecine, des neurosciences, fin du 19e, début du 20e, qui ont pu mettre en lumière justement tout ce qui a pu se passer, tout ce qui va conduire à l'élaboration des théories. Alors, de gauche à droite, vous avez Paul Broca, donc l'un des pères, on va dire, du localisationnisme, en ce que c'est lui qui a formulé le mieux les théories, puis il nous a légué l'ère de Broca, l'ère du langage. Jules Cottard, ensuite, l'un des pionniers de la théorie neuroplastique, qui a fait des observations très nettes, médecin évidemment. À partir de ces observations, il a pu tirer des hypothèses conséquentes de neuroplasticité, mais en fait, il a très rapidement délaissé ce sujet de recherche. Ça lui semblait pas finalement quelque chose de très intéressant. Et la troisième photo, c'est Santiago Ramón y Cajal, c'est un médecin espagnol qu'on considère comme en fait le premier à avoir formulé l'hypothèse neuroplastique. Notamment, lui, c'est le premier qui a observé des neurones qui se forment et qui se reconnectent entre eux. Alors, ces trois personnes, je vous les présente comme les pères de la neuroplasticité, ils ne sont pas sur le même niveau exactement. Broca, ce qu'il a vu, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a l'idée il y a une aire du cerveau, une aire topographique, qui est dédiée, d'une façon ou d'une autre, au langage. C'est-à-dire que si on n'a pas cette aire, on n'a pas de langage. Il y avait vraiment cette idée immédiate à une aire correspond une fonction. S'il y a la fonction, alors il y a l'aire. S'il n'y a pas l'air, alors il n'y a pas la fonction. Cottard, ce qu'il a vu, c'est tout simplement je reviendrai dessus, mais c'est à partir de dissection, il a ouvert le crâne de certaines personnes dont il connaissait l'histoire médicale. C'est la joyeuse histoire des asiles en France, fin du XXe. Et il s'est rendu compte que certaines personnes possédaient certaines capacités, langagières, motrices, cognitives, sauf que finalement, en ouvrant leur crâne, il manquait certaines aires cérébrales. Donc, ils n'auraient normalement, selon l'explication en cours, ils n'auraient pas dû être en mesure d'avoir ces capacités-là. On va supposer quelqu'un qui va être capable de parler, sauf qu'il va lui manquer l'aire du langage. Et donc, c'est ça, je vous dis, il a fait des observations. Et puis, ce qu'il en a tiré comme hypothèse, c'est qu'il y a bien quelque chose qui doit se passer à un moment donné pour que, puisque l'air n'est pas là, mais que la fonction y soit, il y a une réorganisation, il y a quelque chose. C'est ce que Sacha expliquait avec les chatons, finalement. Les chatons savaient déjà ce qu'on cherchait, mais en fait, là, il a observé des choses, il ne savait pas ce qu'il cherchait. Ramón y Cajal, ce qu'il a fait, c'est un peu différent parce que ce n'était pas une question d'observation de lien à la fonction, à une idée même de localisationnisme. Ce qui l'intéressait, c'était les neurones. Et donc, c'était l'idée de qu'est-ce qui crée le cerveau, de quoi est-ce qu'il est formé, et puis est-ce qu'il se passe des créations, quels sont les types de cellules qui existent. Et il a certes été le premier à formuler l'hypothèse neuroplastique, mais l'hypothèse neuroplastique en tant que les neurones se reconnectent. Ce qui n'est pas la même chose que de dire qu'il y a en fait le cerveau qui se réorganise. Il y a quand même deux niveaux à voir là-dedans. Mais a posteriori, on peut faire ce lien finalement. Alors, tous les trois, ils ont observé des cas, parce que Broca, il a aussi observé des cas où finalement des gens avaient des fonctions alors qu'ils n'avaient pas les aires cérébrales nécessaires, ou en tout cas liées, on ne peut peut-être pas dire nécessaires. Ils ont observé ces cas périphériques à la théorie en passe d'être dominante, périphériques au localisationnisme. Ils le disent, les deux Français, vraiment, on lit leurs travaux, c'est très clair, et ils essayent d'expliquer. Mais en fait, Broca a expliqué que finalement, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des lacunes dans la théorie explicative de l'époque. Il s'est dit, en fait, on n'avait pas assez bien compris, et c'est pour ça qu'on ne peut pas encore rendre compte de ce que je vois là, de ce qu'il voyait là. Et il n'a pas considéré que c'était une menace à sa propre théorie, finalement. C'était là, c'était à côté, mais ce n'était pas si grave. Cottard, lui, il a fait vraiment une hypothèse sur l'éducation, sur les habitudes de vie qui influent sur l'organisation du cerveau. D'où l'intérêt de la différence entre les enfants et les adultes. Parce que dire que les enfants, il y a une évolution, il y a un apprentissage, ce n'était pas vraiment quelque chose qui posait problème en termes d'admission. Mais le mettre sur les adultes, là, c'était plus compliqué. Et Ramón y Cajal, donc voilà, a fait des cas de neurogénèse. Ce qu'on voit ici, c'est que ce que ça illustre finalement, c'est la non-pertinence d'une connaissance, puisqu'on avait une observation qui était faite, qui était expliquée, argumentée, mais en fait, ce n'était pas pertinent. Pourquoi? Parce que c'était jugé à l'aune de la théorie dominante, à l'aune d'une théorie dans laquelle elle ne s'inscrivait pas. Ces cas périphériques, ce n'est pas des remises en cause du système.
c'est simplement des exemples de limitation. Et ce n'est pas suffisant encore. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Mais parce que déjà, le localisationnisme, il vient d'arriver. Hein, ce n'est pas encore rigidifié absolument. Du coup, même des cas qui sont un peu périphériques ne sont pas vraiment en dehors. Les limites sont floues, pour le dire un petit peu comme ça. Donc, la contradiction, ce n'est pas encore vraiment une menace. Mais tout ce que je vous dis là, évidemment, ce sont des observations a posteriori. Hein, ce n'est pas quelque chose qui aurait pu être compris à l'époque, d'où l'intérêt de la remise dans la temporalité d'un concept, en fait. Est-ce que je peux avoir la slide suivante? Est-ce que je vais assez vite ou pas? Faut que je me bouge? OK. Alors, on va aller un peu plus vite dans ce cas sur donc slide suivante, pardon. Ah ben, encore suivante. Merci. Alors, les raisons épistémiques, le troisième point que je vous donnais, c'était les progrès techniques. Les progrès techniques, c'est que c'est factuellement impossible de reconnaître la supériorité de la théorie neuroplastique sur les autres, parce qu'en fait, on ne pouvait pas observer vraiment ce qui se passait. On pouvait pas. C'est bien joli de dire que les neurones pouvaient se recréer, de là à pouvoir observer qu'il y avait une création, une réorganisation dans le cerveau, ce n'était pas possible. Parce que, deux points importants, les dissections étaient faites sur des cadavres. C'était à partir de là, c'était en anatomie comparée qu'on faisait les observations. Et puis, les microscopes n'étaient pas assez puissants. Alors, après les chatons ouverts, moi, je vous ai mis un chou-fleur. Hein. Ce n'est pas un cerveau. Alors, les bases de l'organologie, donc c'était l'anatomie, la dissection de cadavres. Le problème, c'est qu'évidemment, c'était fait a posteriori. Il nous fallait l'histoire médicale entière d'une personne et ensuite, malheureusement, l'ouvrir pour vérifier ce qu'elle aurait dû pouvoir être en mesure de faire. C'est uniquement fournir une explication d'une cause ou d'une autre. Hein. Et c'était sur des très très longs termes. Ça pouvait être quelque chose qu'on avait observé il y a 20 ans et puis on attendait 20 ans pour pouvoir voir quelque chose. Donc, ça mettait du temps, c'était compliqué. Et le problème de cette dissection, c'est que le matériau est très difficile à conserver. Il faut travailler très vite, il faut le prélever. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ça posait tout un tas de problèmes qui sont triviaux, en fait. Ça ne nous étonne pas vraiment pour l'époque, mais qui étaient de vraies barrières. Parce que la neuroplasticité, techniquement, ça s'observe quasiment en temps réel. Mais à l'époque, c'était juste impossible. Hein, il a fallu attendre l'imagerie médicale. Et l'imagerie médicale, il a fallu attendre les années 50 pour les IRM, les années 70 pour des IRM médicaux. Donc, on ne pouvait tout simplement pas le voir. Pas voir le passage conceptuel de les neurones se connectent à le cerveau se réorganise. Deuxième point, la puissance des microscopes. Pour vous donner un ordre d'idée, le cortex cérébral humain, c'est entre 1 et 4,5 mm. Un neurone, c'est entre 15 et 120 microns. On ne les voyait tout simplement pas parce qu'il fallait pouvoir les voir, pouvoir les discerner. Hein, les travaux de Ramon Caral, c'était aussi sur discerner les différents types de cellules. Donc, il nous fallait les bonnes colorations pour discerner toutes les choses. Il fallait énormément de progrès techniques. Et ça, par exemple, c'est très intéressant parce que Ramon Caral, il le mentionne dans tous ses bouquins. Il y a des passages entiers, des paragraphes entiers qui disent bah oui, mais là, on est très embêté parce qu'on ne peut pas voir ci, on ne peut pas voir ça. C'est la faute des microscopes, c'est la faute de la chimie derrière. Donc, il y avait vraiment ce problème qui est qu'on ne pouvait pas trouver et donner à la théorie mais ce qu'il lui aurait fallu pour acquérir un peu ce statut de théorie. Et enfin, la dernière raison, qui est la raison médicale. Hein, la raison médicale, là, c'est que, je vous ai dit, ils sont médecins. Ils étaient tous médecins, donc ce qui les intéressait principalement, c'était un usage immédiat. Il fallait que ça puisse servir de façon thérapeutique, qu'ils puissent littéralement opérer des cerveaux pour réparer des gens. Mais le problème qu'il y avait là-dedans, c'est que finalement, ils ont d'abord cherché une théorie au pouvoir explicatif, localisationnisme, plutôt que thérapeutique. Parce que, bien sûr, je vous dis, ils voulaient réparer des gens, mais on parle de la médecine il y a un siècle et demi. L'idée même de savoir qu'on pouvait réparer quelqu'un, elle n'était même pas identifiable si on n'avait pas simplement l'idée du localisationnisme, de la neuroplasticité derrière, parce que l'idée de dire quelqu'un a perdu cette fonction, si on ne savait pas que le cerveau pouvait simplement se réorganiser, être réparé, on n'allait pas le chercher. Donc l'avantage thérapeutique, très clair, les gens peuvent récupérer des fonctions perdues, et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a vu avec malheureusement la quantité de soldats qui sont revenus des guerres mondiales, c'est qu'ils peuvent être réparés, ces gens-là. Mais en fait, on ne savait pas qu'ils pouvaient être réparés. Donc, ça intéressait, il y avait vraiment ce blocage, ce point aveugle finalement, qui n'intéressait pas les chercheurs. Ce qui les intéressait du coup, c'était la question explicative. Ça s'est vu
bien plus tard. Ça a pu arriver bien plus tard. Je sautais un peu du coup pour la vitesse. Parce qu'après les années 20, les années 40, on a eu un grand nombre de blessés. On a eu justement des hôpitaux, des sanatoriums, et on s'est mis à avoir cette quantité de gens qui restaient sur des grands moments et qu'on avait un peu sur les bras et qu'il allait falloir aider. Hein. Ces structures, elles se sont développées qu'après les hôpitaux et elles ont été remplies qu'après les guerres mondiales. Du coup, on étudie une théorie médicale, hein, la théorie de la neuroplasticité. C'est un peu contre-intuitif de dire que voilà, l'avantage thérapeutique, il n'a pas primé sur l'avantage chirurgical, ce que je vous disais tout à l'heure, mais en fait, pour le dire très vulgairement, c'est important de savoir où est-ce qu'il faut couper en cas de problème avant de savoir comment on va réparer quelque chose. Hein. Savoir opérer d'une tumeur était plus important, où est-ce que c'était, comment est-ce qu'on l'enlevait, que de réparer, finalement, pour le dire comme ça, sur des grandes quantités de gens. La médecine, elle s'est construite de cette façon-là sur des patients qu'il fallait soigner. Merci. Alors, on passe maintenant à la deuxième question qu'on posait en introduction, à savoir quel est le mode d'existence, ou plutôt même de survivance, on pourrait dire, d'une théorie désuète. Et en particulier, quel a été le mode de survivance de la neuroplasticité pendant cette période où elle était considérée comme désuète. Alors, il y a deux caractéristiques ici qui vont m'intéresser sur ce mode d'existence ou de survivance. La première, c'est que dès lors qu'une théorie est considérée comme désuète, eh bien, la communauté scientifique va mettre en place des obstacles pour empêcher les jeunes chercheurs, et peut-être aussi les chercheurs plus expérimentés, de travailler sur cette théorie. Et ces obstacles, ils sont de plusieurs types, et je vais en faire une petite typologie après. Deuxième caractéristique importante, ceux qui travaillent, ceux qui choisissent de travailler sur une théorie désuète, parce qu'il y en a, eh bien, ils doivent le faire d'une manière qu'on peut dire marginale, discrète, périphérique, quelque chose comme ça. Et j'essaierai de définir un peu ce que ça peut vouloir dire de travailler sur une théorie d'une façon marginale et discrète. Mais je commence par les obstacles qui sont censés empêcher les chercheurs qui veulent travailler sur une théorie désuète. Premier obstacle, les obstacles éditoriaux. Alors, c'est quelque chose de très simple, en fait. Il s'agit juste du refus des grands journaux scientifiques, des grandes revues, de publier des articles qui traitent de la théorie désuète. Je vous donne un exemple qui est tiré de la carrière de Paul Bach-y-Rita que vous voyez ici, dans une photo qui n'est pas forcément très avantageuse. Alors, Paul Bach-y-Rita, il a travaillé sur la plasticité du système sensoriel, et notamment la plasticité du système sensoriel chez des aveugles. Donc, en fait, sa grande question, c'était de savoir si des personnes qui avaient perdu la vue pouvaient réutiliser les zones qui, normalement, doivent traiter ces informations-là pour traiter des informations tactiles. C'était ça, sa grande question. Et il s'est rendu compte, en fait, que c'était possible. Ces zones-là, elles peuvent traiter des données tactiles, des informations tactiles. Il a donc écrit un article pour exposer ses recherches à la communauté scientifique et il l'a intitulé « Plasticité sensorielle », cet article. L'article, il a été refusé 6 fois par différents périodiques. Alors, on peut toujours s'interroger sur les raisons d'un refus de publication, bien sûr, mais selon Bach-y-Rita lui-même, et cet avis est confirmé par des historiens de la discipline, la raison principale du refus n'était pas que sa méthode était jugée mauvaise ou que ses résultats étaient jugés faux, mais que l'association du terme système sensoriel et plasticité, elle était un peu anachronique. Peut-être qu'elle renvoyait les relecteurs à une époque révolue dans les neurosciences. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Donc d'abord, obstacles éditoriaux. Ensuite, il y a un deuxième type d'obstacles qu'on va appeler les stratégies de découragement. Vous voyez bien que c'est une chose de refuser de publier un article, c'en est une autre de chercher activement à décourager un chercheur, à chercher activement à le dévier d'une certaine piste de recherche, d'un certain domaine de recherche. Et ça peut prendre plusieurs formes. Ces stratégies, elles peuvent prendre plusieurs formes. Intimidation, moquerie, conseil bienveillant aussi, quelquefois. Mais le point commun, c'est vraiment une résistance active face à la tentative d'explorer une théorie considérée comme désuète.
Je vous donne encore un exemple qui est aussi tiré de la carrière de Paul Bach-y-Rita, qui décidément n'a pas eu beaucoup de chance. Alors, c'est peu après que l'article dont je vous ai parlé avant ait finalement été publié. Bach-y-Rita est invité à prendre le thé par son ami Ragnar Granit, qui est aussi scientifique. À un certain moment, ils sont en train de prendre le thé et Ragnar Granit lui dit « Paul, tu sais à quel point j'apprécie tes travaux sur les muscles oculaires, mais pourquoi perds-tu ton temps avec ce jouet pour adultes ?» Jouet pour adultes, ça désigne ici la neuroplasticité, bien sûr. On peut faire 3 remarques sur cet épisode. Première remarque, ce conseil ou cette stratégie de découragement, elle ne vient pas de n'importe qui. Ragnar Granit, ce n'est pas n'importe quel scientifique. Il a reçu un prix Nobel de physiologie en 1967, si je ne me trompe pas, et pour des travaux sur la rétine. Donc, en plus de ça, c'est un spécialiste du système sensoriel humain, justement. Donc, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que le fait que la stratégie, elle émane de lui, ça montre qu'il y a une sorte d'argument d'autorité implicite. Si on cherchait à l'expliciter, ça pourrait être quelque chose du type « je suis un grand scientifique dont la vie est respectée, j'estime que la neuroplasticité est un jouet pour adultes, par conséquent, tu devrais, toi, te ranger à mon avis et cesser de travailler là-dessus. » Première remarque sur cet épisode. Deuxième remarque, vous voyez bien que la stratégie de découragement ici, elle ne prend pas la forme d'un ordre direct, d'un commandement. Il ne s'agit pas de dire « cesse de travailler dessus ». En fait, elle prend la forme d'un conseil bienveillant, un conseil qu'on donnerait à un collègue qui est en train de se fourvoyer ou qui s'engage dans une piste de recherche qui est infructueuse. Et je vous dis ça pour souligner le fait déjà que les stratégies de découragement ont de très nombreuses formes, et aussi qu'elles peuvent être incroyablement subtiles et insidieuses. Elles peuvent se cacher dans quelque chose qui semble extrêmement bienveillant, en fait, à première vue. Dernière remarque sur cet épisode, je pense qu'on peut s'arrêter quelques instants sur l'expression utilisée par M. Granit, « jouer pour adultes ». Cette expression, elle souligne bien le fait que ce qui est reproché à la neuroplasticité, ce n'est pas d'être fausse, en fait. C'est quelque chose qu'on pourrait exprimer en disant qu'elle est frivole, inconséquente, légère, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a bien une différence entre dire qu'une théorie est fausse et dire qu'elle est désuète. Et souligner cette distinction entre théorie fausse, théorie désuète, ça me permet d'arriver à la deuxième caractéristique du mode d'existence d'une théorie désuète, qui concerne le fait qu'on ne cesse pas nécessairement de travailler sur une théorie qui est considérée comme désuète. Et pour expliquer un peu ce que ça peut vouloir dire, je vais prendre un exemple qui est la rencontre en 1930 de la Société allemande de neurologie sur le thème suivant, la base neurologique et la nature essentielle du recouvrement des fonctions après lésion du système nerveux. Alors, vous voyez bien que le terme de neuroplasticité, en fait, il n'apparaît pas dans ce thème. Il n'est pas mentionné explicitement. Mais si vous vous intéressez aux propos des intervenants, à ce que les intervenants ont pu dire dans cette rencontre, vous voyez qu'en réalité, la neuroplasticité, elle est sous-jacente dans toute cette rencontre. Je prends juste un exemple. Un certain Ottfried Förster dit dans la conclusion de sa présentation, il parle plutôt de la reconstitution du tissu nerveux et de la réorganisation du système nerveux. Reconstitution, réorganisation, c'est 2 idées absolument clés et constitutives pour la neuroplasticité. Donc, vous voyez qu'en fait, il est question de neuroplasticité. Qu'est-ce que cette rencontre nous apprend sur la façon de travailler sur une théorie désuète? Elle nous apprend 2 choses, à mon avis. Première chose, le travail sur une théorie désuète, il est possible, mais il ne doit pas être présenté comme une défense frontale de cette théorie. Vous voyez qu'en fait, comme je vous l'ai dit, la neuroplasticité, elle est sous-jacente dans les propos des intervenants de cette rencontre, mais elle n'est jamais mentionnée. La rencontre ne se présente jamais comme une défense explicite de cette théorie et encore moins comme une attaque contre le localisationnisme.
Et ça rejoint d'ailleurs le témoignage de certains des grands pionniers de la redécouverte de cette théorie, qui racontent presque tous avoir dû cacher l'objet véritable de leur recherche pour obtenir des financements et aussi tout simplement pour qu'on leur permette de mener ces recherches à bien. Donc, première chose, le travail sur une théorie désuète, il ne doit pas se présenter comme une défense frontale de cette théorie. J'ai presque fini. Et deuxième caractéristique, le travail sur une théorie désuète, il doit se faire à la périphérie des recherches scientifiques du moment. Je vous ai dit que cette rencontre de la Société allemande de neurologie, elle parlait du recouvrement des fonctions cérébrales après qu'il y ait eu lésion du système nerveux central. Pour le dire de façon plus simple, c'est la question de la rééducation de ceux qui ont été blessés au cerveau. C'est ça le thème et l'objet de cette rencontre. Et en fait, c'est un thème, c'est une question qui est à la périphérie des intérêts des neuroscientifiques de cette époque. C'est quoi les grandes questions qui agitent les neurosciences à ce moment-là? Eh bien, c'est la question des corrélats neuronaux, des grandes facultés de l'esprit humain, mémoire, perception, etc. Quelle zone prend en charge quelle fonction? Et c'est aussi la question de savoir comment les neurones communiquent entre eux. C'est ce qu'on appelle maintenant la transmission synaptique. Donc ça, vous voyez que dans cette constellation d'intérêts, la question de la rééducation de ceux qui ont subi une blessure, elle est complètement à la périphérie, elle est à la marge. Et en plus, c'est une question qui est appliquée, donc qui est encore plus à la marge de ce qui constitue la recherche fondamentale, si on peut appeler ça comme ça, en neurosciences. Donc voilà quel peut être le mode d'existence d'une théorie désuète. Et on va conclure rapidement. Oui, du coup, on va conclure très rapidement. Du coup, ce qu'on a essayé de montrer là, dans cet exposé, pas assez rapide apparemment, mais rapide, c'est que pour revenir à la conception de l'histoire des sciences dont on parlait donc en introduction, théorie A remplacée par théorie B, remplacée par théorie C, selon cette conception, voilà, l'histoire des sciences, elle est linéaire, les théories se remplacent progressivement. Et puis, il y a les deux principes qu'on avait cités au début. Donc, une science n'admet la vérité simultanée, n'admet pas la vérité simultanée de plusieurs théories. Principe 2, théorie est toujours abandonnée au principe d'une théorie plus vraie, les conditions de véracimilarité ou apportant plus de connaissances. Mais en fait, ce qu'on espère avoir montré, c'est que le premier principe, au moins, il est complètement remis en cause par l'étude. Et le deuxième, pas aussi radicalement, mais il est nuancé. Le premier principe, en fait, il est remis en cause par l'étude de la désuétude de la neuroplasticité, puisque, en fait, à partir de sa formulation initiale, la théorie neuroplastique, elle coexiste directement tout de suite avec une théorie concurrente. Elles sont déjà dedans mêlées avec le localisationnisme, bien qu'il y en ait une qui soit un peu plus dominante. On pourrait le voir un peu, si vous prenez une image de yin et de yang, il y aurait un peu plus d'une des deux couleurs, mais elle serait quand même là. Mais il n'en reste pas moins que la neuroplasticité, ce n'est pas considéré comme faux. C'est ça qui est très important. Ce n'était pas qu'elle était fausse, c'était qu'elle n'était pas vraiment menaçante, importante. Mais pas faux à proprement parler. C'était un jouet pour enfants. Du coup, on a vraiment deux théories concurrentes, je ne sais pas si on peut dire vrai, mais en tout cas non fausses, qui coexistent lors d'une même période. Donc là, c'est notre principe 1. Et puis le principe 2, donc ce n'est pas aussi radicalement mis en cause finalement, mais ça doit être précisé et nuancé, puisque le localisationnisme n'est pas plus vrai que la neuroplasticité. On peut dire que la neuroplasticité, elle a un degré de vérisimilarité plus important que la théorie localisationniste, parce qu'on n'a pas spoilé, mais du coup maintenant, par contre, c'est la théorie neuroplastique qui est vraiment sur le dessus, sur le devant de la scène. Mais du coup, ce n'est pas du tout entièrement faux de dire que la théorie localisationniste, elle apportait, au moins pendant une grande partie du XXe, plus de connaissances que la neuroplasticité. Elle avait un pouvoir explicatif que la neuroplasticité, parce qu'elle ne pouvait pas encore l'avoir, certes, mais en tout cas, que la théorie localisationniste expliquait mieux, même si c'était pour certaines raisons. Pour le dire autrement, il y avait un pouvoir de prédiction et d'action sur la nature, sur le cerveau, que la neuroplasticité n'avait pas à l'époque. Par conséquent, le deuxième principe, il doit être reformulé pour prendre en compte l'applicabilité d'une théorie à une période donnée. En d'autres termes, ce principe doit mentionner le fait que le choix d'une théorie par rapport à une autre, ça dépend
principalement de ce qu'elle permet de prévoir et de faire. L'étude de la désuétude, je vais terminer là-dessus, temporaire, puisqu'on a dit initiale, mais finalement temporaire, hein, de la neuroplasticité, ça permet, on le dit, de remettre en cause du coup la conception linéaire de l'histoire des sciences. Merci beaucoup.